La table ronde aujourd'hui va porter sur la fiscalité en officine en 2026. Plus précisément, nous allons parler des actualités du projet de loi de finances 2026. On va parler aussi de comment bien clôturer son bilan en 2025, parce que c'est maintenant que vous pouvez commencer à rencontrer votre comptable pour ne pas être dans le stress de la fin d'année. Comment se préparer au contrôle fiscal? Ça va être le gros sujet du jour, étant donné qu'il y a eu pas mal de contrôles fiscaux, et les pharmaciens ont reçu des lettres, etc. Comment y répondre? Quelle est la différence entre un contrôle physique, un contrôle digital, etc. Et puis, pour finir, nous allons parler de droit de travail à l'officine, donc un petit passage juridique sur la gestion des employés en officine, quels sont leurs droits, quels sont vos devoirs, etc. Donc, je suis très ravie d'accueillir avec moi sur le plateau Monsieur Zohair Kazman, qui est expert comptable, fondateur du cabinet Elios Conseil, et qui va nous dérouler une présentation sur la loi de finances, les mesures fiscales qui vous concernent, mais également va vous donner quelques éléments de compréhension sur le contrôle fiscal. Nous irons ensuite vous poser des questions, donc on aura un Q&A interactif entre vous, lui et moi. Donc, je lui poserai des questions, mais je vous donnerai aussi la possibilité de lui poser 2 ou 3 questions avant de passer à la partie 2, où nous recevrons normalement Monsieur Fdel, Mohamed Fdel, qui est ex-secrétaire général à la DGI, enseignant en fiscalité à l'ISCAE, et qui va nous parler plus précisément du contrôle fiscal selon un inspecteur, selon quelqu'un représentant de la DGI. Et puis nous aurons Maître Younes Anibar, que vous connaissez probablement déjà pour l'avoir déjà vu en plateau, comme Zohair d'ailleurs, qui va nous parler du droit de travail en officine. Donc, merci, sans plus tarder. Zohair, à vous pour la présentation. Je vous passe le clip. Bonjour à tous. Merci Noura pour l'invitation. Toujours ravi de faire partie de cette aventure. Donc, comme annoncé, donc le thème, on commence par le projet de loi de finances 2026. Comme vous savez, en fait, on a tendance à attendre les mesures fiscales au niveau de la loi de finances. Mais la loi de finances, elle est plus globale que ça. La loi de finances, en fait, si on veut résumer, c'est le business plan de l'État pour l'année 2026. Donc, la loi de finances représente les ressources et les dépenses que l'État va réaliser pendant l'année 2026. Et donc, cette loi de finances, elle commence d'abord par une note d'orientation qui est envoyée par le chef du gouvernement qui donne les priorités. Et donc, pour 2026, il y a trois priorités principales. Donc, accélération des investissements, modernisation de l'économie et puis réduire les dépenses publiques de l'État. Donc, une fois qu'on a ces priorités, il y a un projet de loi de finances qui est établi par le ministère des Finances et qui est par la suite voté par le Parlement, les 2 chambres. À l'heure actuelle, on est toujours au stade de la note d'orientation. On n'a pas encore les mesures fiscales de la loi de finances 2026. Ceci dit, juste à titre de rappel, en fait, ce gouvernement-là, il a fait des priorités en fait, par année. C'est-à-dire qu'en 2023, il y a eu la réforme de l'impôt sur les sociétés, donc une réforme progressive et qui va aboutir à ce qu'en 2026, le taux de l'IS va être de 20%, donc un taux unique pour l'ensemble des sociétés, sauf celles qui font plus de 100 millions de résultats. Et on aura un taux pour la distribution de dividendes de 10% à partir de 2027. En 2024, il y a eu la réforme de la TVA, qui a notamment concerné les médicaments, qui sont passés de 7% à 0%. Et donc cette réforme, dans sa globalité, c'est qu'on a enlevé les taux de 7 et de 14 de manière progressive pour qu'on n'ait que 3 taux, le 0, 10 et 20. Et en 2025, il y a eu la réforme de l'impôt sur le revenu, notamment à travers la révision du barème. Donc on était à le taux... le dernier taux qui était de 38, il a baissé à 37. Et la première tranche qui était exonérée jusqu'à 30 000
donc le montant d'exonération, il a augmenté à 40 000 dirhams. Mais pour rappel, la fiscalité de manière très globale de la pharmacie, donc quand elle est en SARL, donc elle est soumise à l'impôt sur les sociétés, donc on va être à un taux de 20% et donc retenu à source donc 10%. Personne physique, donc le résultat, le pharmacien, il est imposé à l'impôt sur le revenu selon le barème. Et donc TVA, ce que j'ai dit, donc parapharmacie, ça reste 20% et le médicament, il est exonéré à partir de 2024. Donc voici, en ce qui concerne un petit résumé sur la loi de finances 2026. Alors, comment clôturer son bilan 2025? C'est une question assez générale. Pour commencer, j'aimerais distinguer, en fait, de par mon expérience, trois catégories de professionnels. Il y a la première catégorie de pharmaciens, on va dire les choses. C'est des personnes qui, pour eux, le bilan ne sert qu'à payer l'impôt. Donc, ils attendent la dernière minute et, comme on dit, il veut payer, il attend. Le bilan, pour lui, ce n'est pas... c'est juste une obligation. On a une deuxième catégorie, c'est des gens qui ont un minimum de connaissances en matière de finances, qui sont studieux, qui présentent leur justificatif au comptable ou à l'expert comptable de manière régulière, qui suivent. Et donc, voilà, c'est une deuxième catégorie. Et puis, on a une troisième catégorie de pharmaciens qui ont des connaissances plus pointues en matière financière, en matière de bilan, qui ont une expérience. Et pour eux, le bilan représente un outil de gestion. Ça leur permet aussi d'analyser les marges par pharmacie, parapharmacie. Ça peut leur permettre même de prendre des décisions de gestion à partir du bilan et de la comptabilité analytique. Mais quelle que soit la catégorie à laquelle vous appartenez, pour moi, il y a un préalable, il y a des mesures simples, notamment pour clôturer le bilan. Premièrement, il faut avoir, la gestion de trésorerie, c'est un risque majeur et il faut mettre en place des procédures de gestion de trésorerie. Notamment lorsque le pharmacien il encaisse en espèces, on a tendance à voir qu'il y a une compensation entre cette espèce qui est encaissée, ça lui permet de payer les dépenses. Or, une meilleure pratique serait que les encaissements doivent aller être versés au niveau du compte bancaire et la caisse pour les dépenses soit à part, c'est-à-dire on retire de l'argent pour la caisse et à partir de là, on suit les mouvements de la caisse. Il faut avoir le réflexe de demander à chaque fois les pièces justificatives, à chaque fois qu'il y a une dépense professionnelle, notamment même pour les notes de frais, il faut avoir les justificatifs nécessaires et qui respectent l'article 145 du Code général des impôts, où il y a la mention de l'ICE, l'adresse, l'ICE aussi du fournisseur, sa taxe professionnelle, etc. Autre mesure, c'est il faudrait à minima arrêter une situation pendant l'année. Cette situation, bon, j'ai dit 30 juin, comme ça peut être 30 septembre, ça permet d'anticiper le résultat à la fin d'année et d'anticiper aussi le montant de l'impôt qui va être payé et s'il y a des décisions à prendre, de les prendre en amont. Puisque le pharmacien, il connaît plus ou moins en fait les charges, ses charges de structure, que ce soit les salaires, que ce soit le loyer, etc., que ce soit ses achats et son chiffre d'affaires. Donc, il a un historique. Donc, en faisant ou en arrêtant une situation au milieu de l'année, ça permet d'anticiper sur la situation finale au 31 décembre et donc de voir s'il y a un impôt qui est un résultat supérieur, d'anticiper avant s'il y a des investissements à faire, s'il y a des charges à provisionner. Bon, on peut en discuter par la suite, mais ce qu'on ne peut pas faire, c'est attendre le 20 mars et se rendre compte qu'on ne paye pas assez d'impôts, on va payer beaucoup d'impôts et à ce moment-là, commencer à bidouiller pour trouver des mécanismes pour baisser le résultat. Alors, en matière de stock, donc, réaliser des inventaires tournants et un inventaire physique à la fin d'année. Donc, quand on parle d'inventaire tournant, c'est des inventaires qui se font
au milieu d'année, mais on ne fait pas le comptage de l'ensemble des références et l'ensemble du stock. Mais comme on a un inventaire qui est un inventaire permanent, c'est-à-dire avec le logiciel, on prend mois par mois, on prend quelques références et on s'assure que ce qu'il y a au niveau du logiciel cadre avec ce qu'il y a physiquement à la pharmacie. Et puis, à la fin d'année, c'est pour effectivement arrêter le stock, on fait un inventaire physique à la fin d'année. Dernier point, suivi des remises et ristournes fournisseurs. Bon, il y a en fait les remises qui sont sur facture. Donc, ces remises-là, on les comptabilise directement avec la facture. Et il y a des remises de fin d'année, c'est-à-dire si jamais je réalise un niveau de chiffre d'affaires avec ce grossiste ou avec ce laboratoire, j'ai le droit à une remise 5%. Si j'atteins, je dis un exemple, 2 millions d'achats, j'ai 5% de remise. Donc si à la fin de l'année, je me rends compte que j'ai dépassé, si c'est validé par écrit, si je me rends compte que j'ai dépassé les 2 millions, ben, il y a lieu de provisionner en fait cette remise en fin d'année sur l'année où j'ai réalisé ces achats-là. Et donc, comme j'ai dit préalablement, arrêter une situation au milieu d'année permet d'anticiper sur le résultat et l'impôt à payer à la fin de l'année. Alors, le gros bloc relatif au contrôle fiscal. Première des choses, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a, on va dire, 3 types de contrôle. Il y a le contrôle sur pièce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'administration, en fonction de vos déclarations, elle fait en fait ces analyses. Le système permet de ressortir en fait des incohérences directement à partir de vos déclarations. Et l'inspecteur, il vous envoie un courrier directement. Il vous dit, voilà, monsieur, suite à l'analyse de vos déclarations, j'ai recensé ces incohérences-là. Et donc, vous devez répondre. Donc, soit vous acceptez pas. Et donc, ça, c'est un type de contrôle. Il y a un deuxième contrôle, c'est le fameux qu'on connaît tous, c'est le contrôle fiscal. Donc, l'inspecteur, il va venir chez vous, il vous dit, voilà, on est venu, votre dossier a été sélectionné et on va venir vous contrôler. Et donc, vous devez préparer un certain nombre de pièces et on va vous contrôler. Il vous dit les impôts qui sont concernés et la période qui est concernée. Et il y a un troisième type de contrôle, c'est l'examen de la situation d'ensemble. Ce type de contrôle, il ne concerne que les personnes physiques. Il ne concerne pas les sociétés. Donc, c'est la personne physique. Généralement, quand on contrôle un professionnel, donc pharmacien, médecin, architecte, en tant que personne physique, donc au niveau du contrôle, l'inspecteur, puisque c'est la même personne, il rajoute l'examen de la situation d'ensemble. Ça consiste en quoi? Ça consiste à, au-delà de la partie professionnelle, à aller voir vos comptes bancaires et donc à voir vos achats immobiliers. Et donc, à ce moment, il va vous exposer la situation. C'est que vous avez déclaré tant de revenus et pendant l'année, vous avez acheté ceci, cela. Et donc, vous devez justifier la différence. Quand on est en personne morale, on contrôle la société. On ne contrôle pas la personne. S'il veut contrôler le gérant, il faut qu'il y ait une autre procédure de contrôle qui vise le gérant, la personne physique. Alors que lorsqu'on contrôle la personne physique, on contrôle et sa situation professionnelle, c'est-à-dire la pharmacie, mais aussi sa situation d'ensemble. Alors, maintenant, on est dans le pavé numéro 2 sur le contrôle sur place. Quelles sont les phases du contrôle? Donc, première phase, c'est notification de l'avis de vérification. Donc, vous êtes tranquillement dans votre pharmacie, il y a un inspecteur qui va venir chez vous, il va vous dire, voilà, un avis de vérification, donc vous avez été sélectionné, vous allez accuser réception de cette notification et vous avez un délai de 15 jours pour préparer en fait l'ensemble des éléments comptables, les pièces justificatives. Donc, après 15 jours, il va revenir pour ce qu'on appelle le début de la vérification. Donc, il y a une signature du PV qui
acte le début du contrôle fiscal et donc de la vérification. Et vous lui remettez l'ensemble des documents comptables et pièces justificatives pour qu'il puisse commencer à faire ce contrôle. La durée donc la vérification, elle dure 3 mois ou 6 mois en fonction du chiffre d'affaires de la pharmacie. Comment? Normalement, il faut se mettre d'accord avec l'inspecteur. Généralement, dans les sociétés, c'est sur place, mais comme c'est des pharmacies, et comme il n'y a pas beaucoup de justificatifs, vous lui donnez, il peut les prendre soit des copies, il peut faire le contrôle chez vous, et lorsqu'il a des questions, il peut venir chez vous. Donc, après 3 mois, donc, comme le chiffre d'affaires est inférieur à 50 millions, donc on est sur une phase de contrôle de 3 mois. Donc, après 3 mois, on clôture le contrôle fiscal. Sauf qu'avant de clôturer le contrôle fiscal, l'inspecteur maintenant est tenu de faire ce qu'on appelle un débat oral et contradictoire. C'est-à-dire que l'inspecteur, il vous présente dans un premier temps ses conclusions. Et en fait, la loi a permis de faire ce débat oral et contradictoire pour essayer au moins d'enlever certaines observations ou certains points qui n'ont pas lieu d'être notifiés. C'est-à-dire, parfois, on se rendait compte que lorsque l'inspecteur notifiait, il notifiait absence de la pièce justificative concernant, alors que vous avez la pièce. Donc, ce débat oral et contradictoire permet, si l'inspecteur il vous dit il manque cette pièce, de lui remettre la pièce pour que ce point soit enlevé au niveau de sa notification. Donc, une fois qu'on a clôturé la vérification, donc l'inspecteur, il a un délai de 60 jours pour vous notifier en fait ses conclusions, donc ses redressements. Et le contribuable, il a 30 jours pour répondre. Donc on reçoit une notification de l'administration, le contribuable, il a 30 jours pour répondre. L'administration, donc elle vous répond une deuxième fois, elle a encore 60 jours pour faire répondre. Par expérience, la deuxième notification et la première sont quasiment les mêmes, c'est-à-dire l'inspecteur ne tient pas compte généralement de votre réponse. Et donc, lorsque vous recevez la deuxième notification, le contribuable, il a 30 jours pour répondre, et c'est important de passer donc les voies d'administration, c'est-à-dire qu'il demande le recours devant soit la commission locale de taxation, soit la commission nationale de recours fiscal. Donc, auparavant, la procédure était encore plus longue, c'est-à-dire on passait par la commission locale, et lorsqu'on n'était pas d'accord, on passait à la commission nationale, et par la suite, après la commission nationale, on pouvait aller par voie judiciaire, c'est-à-dire au tribunal. Maintenant, on a raccourci un peu la procédure, c'est-à-dire qu'en fonction du chiffre d'affaires, soit on passe à la commission locale, soit à la commission nationale. Et donc, une fois que la commission locale, elle statue, si on n'est pas d'accord, on passe au tribunal. Alors, pourquoi j'ai dit c'est important de répondre? Parce que lorsqu'on reçoit une notification du contrôle fiscal de l'administration, l'administration, elle ne vous demande pas de payer, c'est-à-dire il n'y a pas un impôt qui est encore exigible. Il n'y a pas encore une dette vis-à-vis de l'État d'un impôt. Elle vous dit juste que l'inspecteur vous dit « j'ai vérifié votre situation et j'ai trouvé les anomalies suivantes ». Et il vous les énumère. Et donc, si jamais, en fait, vous ne répondez pas dans les délais, ou au niveau de la deuxième réponse, vous ne répondez pas, le défaut de réponse est considéré comme vous avez accepté en fait la notification, et à ce moment-là, l'inspecteur va émettre en fait l'impôt. Et dans ce cas-là, vous devenez comme si vous avez une dette vis-à-vis de l'administration fiscale sur la notification. Mais tant qu'on est dans les phases du contrôle, c'est-à-dire il m'a envoyé une notification, j'ai répondu, j'ai demandé le pourvoi devant la commission. Donc tout au long, on ne vous a pas encore demandé de payer quelque chose. Et généralement, puisque les notifications, les montants sont parfois très très significatifs, donc il est préférable de veiller à ce qu'on réponde dans les délais, c'est très important. Alors, quelques conseils donc, avant le début du contrôle pour les sociétés. Donc, il faut s'assurer de l'existence des livres légaux et leur mise à jour. C'est juste des procédures de forme, mais que l'inspecteur demande.
ça s'applique lorsqu'on a la forme de société. C'est un livre d'inventaire, on va coller en fait les journaux. Et il y a un deuxième livre où on va coller les bilans donc, de chaque année. Le livre légal, il doit être tamponné par le tribunal. Donc, deuxième chose, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que lorsqu'on a ce délai de 15 jours, lorsqu'on vous notifie que vous avez été sélectionné, donc pendant ce délai de 15 jours, ben, vous devez préparer tous les documents comptables, balance générale, grand livre, les journaux, le livre de paie, les déclarations fiscales, et le stock en quantité et en valeur. Donc, centraliser l'ensemble des documents justificatifs de la comptabilité et s'assurer de l'existence de l'ensemble des mentions obligatoires. Centraliser les justificatifs relatifs aux provisions et comptabiliser et déduire du résultat fiscal. Donc, aménager un bureau pour l'inspecteur si la situation le permet. Alors, pendant le contrôle, donc, il faut, donc, le délai de 15 jours est passé, donc on va acter l'ouverture du contrôle fiscal. À ce moment-là, donc, le gérant de la pharmacie ou le pharmacien, si les personnes physiques, doivent obligatoirement être là et signer le début du contrôle fiscal. Si jamais ils ne sont pas là, il faut il faut mandater quelqu'un avec signature légalisée. Il faut avoir en tête une présentation de l'activité de la pharmacie s'il y a eu des changements. Donc, il faut dialoguer en fait avec l'inspecteur pour lui présenter la situation. Chose importante, c'est désigner un seul interlocuteur qui sera en charge de centraliser les demandes. Bon, c'est un conseil que normalement applicable aux sociétés, mais même aux pharmacies, c'est-à-dire que il faut qu'il n'y ait qu'une seule personne qui soit l'interlocuteur de l'inspecteur pour qu'il n'y ait pas plusieurs versions, une parole ou une information qui ne devrait pas être donnée à l'inspecteur et qui soit donnée. Donc il y a une seule personne qui est dédiée, qui est en charge de ce volet-là. Donc, savoir gérer les flux de documentation et d'information. Effectivement, il ne faut pas tout donner dès le premier jour, comme il ne faut pas ne rien donner. Donc, il faut savoir doser, en fait, le flux de documentation à donner à l'inspecteur. Et effectivement, si on a la possibilité de se faire assister par un professionnel. Donc voilà à peu près la présentation sur les 3 volets. Très bien, merci beaucoup Monsieur Fdel. Alors tous les... Excusez-moi Monsieur Kazman, je me mêle les pinceaux, c'est la fin de journée. Alors c'est super intéressant tout ça, mais en tant que pharmacien, je pense que la majorité des pharmaciens ici ne souhaitent pas être contrôlés. Donc comment on fait pour ne pas être contrôlé? Bon, je sais que c'est un peu un rêve, vous allez me dire. Ou alors, quels sont les signaux d'alerte qui font que la DGI va venir chez un pharmacien plutôt qu'un autre? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, les dossiers sélectionnés ne sont pas tirés au hasard. L'administration fiscale dispose d'un logiciel très puissant qui analyse l'ensemble des déclarations de l'ensemble, que ce soit les pharmaciens ou l'ensemble des secteurs d'activité. Et il y a un scoring, et en fonction de ce scoring, les dossiers qui sont soumis au contrôle sont proposés à partir de ce logiciel. Ceci étant, donc, les signaux qui peuvent déclencher un contrôle fiscal, je pense que vous les connaissez, acquisition d'un bien immobilier à partir d'un certain seuil, le taux de marge de la pharmacie, des déclarations qui ne respectent pas c'est-à-dire un résultat fiscal très faible. Bon, voilà un peu, grosso modo, les 3 points qui me viennent à l'esprit qui permettent pour moi de déclencher un contrôle fiscal. Pour l'acquisition du bien immobilier, s'il est hypothéqué par la banque parce que vous avez pris un crédit, est-ce que c'est un signal d'alerte quand même? Alors, à ce moment-là, l'administration fiscale, en fait, elle a l'information au niveau de la conservation foncière que Monsieur X a acquis ce bien-là, donc ça remonte.
Et une fois, malheureusement, qu'il est soumis au contrôle et qu'il est contrôlé, à ce moment-là, lorsqu'il va être soumis à la situation d'ensemble, c'est-à-dire qu'on va lui dire, monsieur, vous avez acquis ce bien à 6 millions et vous n'avez déclaré en résultat que 1 million, il y a une différence de 5 millions. À ce moment-là, il va dire que ces 5 millions, j'ai pris un crédit immobilier de 5 millions. Et à ce moment-là, ben, ça justifie la différence. Mais le fait d'acquérir un bien immobilier à partir d'un certain seuil, même s'il est financé, l'administration, elle n'a que l'information qui remonte de la conservation foncière qui dit qu'il y a acquisition d'un bien. Très bien. Et par rapport à tout ce qui est indicateurs financiers, est-ce qu'il y a le scoring de la pharmacie baisse à cause de quelques éléments dans le bilan? Et ces éléments-là, c'est-à-dire les créances clients, les stocks, est-ce que c'est des éléments qui peuvent attirer les problèmes? Alors, moi, en fait, chaque pharmacie, elle peut être un cas à part. C'est-à-dire qu'il y a des pharmacies où on est propriétaire des murs, il y a des pharmacies où on a un loyer, il y a des pharmacies où on a une masse salariale, c'est-à-dire que le gérant peut en fait se faire rémunérer par un salaire où il y a une masse salariale importante. Il y a d'autres où il n'y a pas de masse salariale significative. En fait, l'ensemble de ces... en parlant de stock, en fait, le stock, on peut se faire livrer le 30 décembre une grande quantité de stock. Et donc, au niveau du bilan, on va avoir le stock au 31 décembre un montant significatif. Comme on est en fin de... on a écoulé notre stock au 31 décembre, on a un faible montant de stock. Donc, le seul, pour moi, indicateur, le seul indicateur, c'est la marge, le taux de marge de la pharmacie et le résultat à la fin d'année, parce que le taux de marge, on est sur... même s'il y a le médicament, il y a le para, on va rentrer, chaque pharmacie, en fonction du pourcentage de para qu'elle fournit, le taux de marge global, il peut varier. Mais on doit être aux alentours de entre 25 et 30% en taux de marge. Et il faut avoir un taux à la fin, taux de résultat fiscal par rapport à chiffre d'affaires, entre 8 et 10%. D'accord, parfait. Justement, quel est le taux de marge qui est accepté par la DGI? Je vais vous donner la parole à tous, vous inquiétez pas, juste après. Alors, il y a eu, quand il y a eu en fait l'accord qui a été réalisé par secteur d'activité avec l'administration pour la fameuse régularisation, je pense qu'il n'y a pas eu de choses concrètes écrites, mais on est aux alentours d'un taux, comme ce que j'ai dit, entre 26 et 30%. D'accord, parfait. On va ouvrir les questions à l'audience. On a M. Hefdé là-bas qui avait posé une question. Ensuite, monsieur en chemise blanche et ensuite madame en chemise blanche. Merci, madame Nouha Barrada. Si vous me permettez, je vais poser une série de questions que tout le monde se pose. Parce qu'en tant que fiscaliste, il y a beaucoup de gens qui me posent la question et je n'ai pas trouvé de réponse. Et là, je profite du savoir de monsieur l'expert pour me répondre. Alors, concernant... واش الدور ورقه وستيلو تصنت ليا مزيان شوف انا راه ما عنديش لا ريبونس لكل شيء. Alors concernant le délai de paiement, concernant le prorata temporis, concernant une autre question qui va me venir. Alors pour le délai de paiement, alors le problème se pose pour les gens qui sont au comptant. Par exemple, je paye mon fournisseur au comptant. La facture, elle est par exemple du 20 par exemple septembre. En principe, au comptant, je dois payer le 20 septembre. Alors que l'inspecteur ou le responsable de l'ADJ, quand il a rencontré les experts comptables, il a dit alors si par exemple la date de facturation est le 19 et sur mon extrait qui est le 25 ou le 30, alors à ce moment-là, je suis en défaut de paiement, donc je paye les pénalités du TBB, le taux de base, multiplié par 0,85% par fraction de mois ou là par mois. Donc c'est le premier point. Ou là même, on attend même au niveau de l'échéance. Le problème qu'on a le fournisseur, le chèque, qui est 15 jours plus tard, où l'échéance d'est, à ce moment-là, on est en situation. Donc, alors, c'est un problème qui ne concerne pas que les pharmaciens. Alors,
Donc la loi sur les délais de paiement, le minimum est 60 jours. Non, la loi elle stipule quand il n'y a pas de convention, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échéance. Alors à ce moment-là, c'est 60 jours. Quand c'est spécifié, parce que c'est des conditions à lui, c'est des conditions qui ont échéance ou les attaques au canton. Et l'attaque au canton, des remises, un escompte supplémentaire. Alors, les experts comptables, quand il y a une réunion في la loi sur les délais de paiement, مع monsieur قيطوني في la DGI, تحط عليه السؤال قال له effectivement كاين j'avais une société في بوزنيقه d'accord والشيك هذا واجد وتنقول للفورنيسور اجي خذ الشيك وهذا هو تيتسنى حتى تيبغي يكون غادي في شي هذا عاد تيجي تياخذ الشيك ولا تيكون خدا الشيك وتيدفعوه. Pour l'instant, on va se baser sur le relevé bancaire. Mais ce qui est aberrant. Ce qui est aberrant. Oui. Alors, la deuxième question concernant le prorata temporis. Le prorata temporis, alors, j'ai les produits, on est à cheval entre 7 et 20%, parce qu'on a encore quelques produits qui sont à 20%. Pour le calcul de la TVA théorique de l'article 91 et 92, on se base sur est-ce qu'on se base sur le 7% ou là sur le 20% pour calculer le prorata temporis, le A sur C. Alors ما تبعتش معك اسمح لي. Alors عقلتي شاد في راسك ديال l'imprimé ديال prorata temporis. دابا كيف j'ai pas compris dans quel cadre on se situe دابا شنو. D'abord on se situe dans le cadre pour calculer. Moi je suis pharmacien, je voudrais calculer mon prorata temporis. شنو كيفاش prorata temporis. Le prorata pour le calcul ديال سميتو ديال la TVA parce que pour les frais généraux, je ne prends pas en charge à 100%. Je ne prends pas en charge 100% les charges. Je les prends jusqu'à concurrence d'un pourcentage qui s'appelle le prorata temporis. Alors, vous ne prenez pas l'ensemble 100%, mais c'est les frais généraux parce que l'article 92, je récupère le 20% ديال الضوء à 100%, alors que هذاك الضوء il est مسخر لهذوك الناس ديال 7% وديال 20% وديال اكزونيري. الدولة كتقول لك اسيدي لا خذ لي غير لا كوت بار اللي هو البروغاتا temporis. لا اسمح لي دابا الميديكامون مني ولا 0% مني ولا ب 0% راه ماشي في ال 91 il est في ال 92 avec droit à déduction. Le 91 et 92 parce qu'on va calculer. Mais qu'est-ce que le 91? Le médicament, il est 92. Je vous invite à regarder le duplicateur. Je passe à la troisième question. Non, alors, s'il vous plaît, on doit prendre des questions. Il n'y a pas de سميتو le prorata de TVA عند les pharmaciens. ما كاينش prorata de TVA عند les pharmaciens. Est-ce que vous avez un écrit? Un écrit. C'est le راه مكتوب وخرجت لا نوت سيركولير. Le médicament, il est exonéré. Il a un crédit TVA, يمكن لك تطلب même le remboursement du crédit TVA. C'est comme l'export. C'est le médicament, il est exonéré avec droit à déduction. Il est في l'article 92. Il a compté فوقاش تدير البروراتا. Il a compté في 91 ou il a compté hors champ. Il a le para, il est à 20% ou le médicament à 0 avec droit à déduction. Donc tu récupères les charges, TVA les charges, tu la récupères quand même là. C'est parfait. Alors, s'il vous plaît, parce qu'on a un temps limité, on a deux questions. S'il vous plaît, les questions vraiment focalisées sur le contrôle fiscal. Et puis, on a aussi Sefdel qui vient de nous rejoindre, qui va nous présenter le contrôle fiscal selon un ancien secrétaire de la DGI, enseignant fiscaliste. Donc, je prends vos questions, monsieur. Vous avez parlé de 25 à 30%. Le taux de fiscalité normal. Ici, ça se dépasse. Par exemple, il y a beaucoup de pharmacies qui font là, j'ai parlé entre 44 et 45%. Vous parlez du taux de marge. Le taux de marge, oui. Il a qu'un plus, il a qu'un moins. Est-ce que ça ne peut pas provoquer une... Ouais, ça dépend. Il faut voir. Il y a le produit, le médicament, où il est réglementé, où la marge dialogue réglementée. Parce qu'il n'y a pas que le médicament, normalement. Il y a le complément alimentaire. Exactement. Il y a la paraben, chacun, la marge dialogue. Bon, à moi, 44 ou 45, ça me paraît beau, énorme. Mais après, il faut voir la situation. Qu'est-ce qui a conduit à avoir ce taux de marge-là? À vous, madame. Oui, si c'est possible de transmettre le micro à la dame. Merci pour la présentation très synthétique. Dans les motifs de contrôle fiscal, on a oublié la situation
en cas de vente de l'officine, quand on doit céder. Qu'est-ce qu'il en est? Et j'ai une question qui n'a rien à voir avec le contrôle fiscal, mais sur la loi de finances de 2026 ou les lois futures. Autrefois, quand un pharmacien arrive pour un motif quelconque, qu'il soit jeune, qui veut vendre et arrêter et réinvestir sur autre chose, ma canne, la taxe sur la plus-value. Maintenant, il y a beaucoup de pharmaciens qui veulent partir à la retraite, qui veulent vendre, qui sont en personne physique, qui veulent... Qu'est-ce qu'il en est pour indiquer la taxe sur la plus-value, alors que c'est des pharmacies qui ont 50 ans d'existence ou 40 ans d'existence, par exemple. Et la dernière... Bon, c'était, est-ce qu'il est possible d'aller préparer un plaidoyer pour l'exonération de cette taxe sur la plus-value, telle qu'elle est pratiquée en France ou dans d'autres pays? On estime que vous avez quand même développé une chalandise, une clientèle, etc., etc. Et on ne vous taxe pas de... Il y a une exonération sur ça. Alors, pour la première question, effectivement, l'administration, quand il y a un événement comme ça de cession de fonds de commerce, cession de pharmacie, cession même pour les autres secteurs d'activité, ça peut effectivement être un motif de contrôle fiscal, mais ce n'est pas systématique. Deuxième question, effectivement, il faut que la branche ou la fédération qui vous représente présente en fait des amendements au niveau du projet de loi de finances et avoir du lobbying pour faire passer des mesures. Effectivement, il y a un pharmacien qui a travaillé pendant 50 ans, donc il vend cette pharmacie, il est taxé au même titre que quelqu'un qui va partir à la retraite, il va être taxé au même titre que quelqu'un qui est jeune ou qui va revendre la pharmacie. En fait, c'est la même imposition. Il faut avoir en fait que la fédération fasse un plaidoyer pour avoir une mesure fiscale par rapport à cette problématique-là. Parfait. Alors, merci beaucoup, Si Kazman. Nous accueillons Si Mohamed Fdel pour sa présentation qui va vraiment porter sur le contrôle fiscal. Quels sont les faits générateurs, la gestion et conduite à tenir face au contrôle fiscal avec sa perception comme ancien représentant de la Direction générale des impôts. Donc, à vous l'honneur, Si Fdel. Merci beaucoup pour votre présence. Merci. Bonjour à tout le monde. Madame Barrada m'a envoyé des questions que vous avez posées et j'ai été très surpris, voire sidéré, pour ne pas dire horrifié. Pourquoi? Par votre méconnaissance de la fiscalité, le b.a.-ba de la fiscalité. Je suis désolé, je suis brut, mais c'est un constat. Donc quand je vois les questions, je considère qu'à l'heure du numérique et à l'heure de l'excès d'informations, l'information que vous intéresse n'a pas été retenue. Et donc, je vais faire un petit peu le ménage pour essayer un petit peu de vous sensibiliser sur le paramètre fiscal. Pourquoi? Parce que quand vous faites une connerie en matière fiscale, vous passez à la caisse. C'est aussi simple que ça. Donc maintenant, la récréation est terminée. Pourquoi? Et vous allez voir pourquoi. Ah. Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Là, il y a un autre. Pharmacie, tu vas faire pharmacie. Je serai accompagné par M. Belkhairi, qui est un spécialiste un petit peu de la fiscalité, et qu'éventuellement il pourra répondre à vos questions. Voilà. L'attaque est d'Yali. L'attaque le. Il faut dans une clé USB. La clé USB, elle est chez la régie. D'accord, très bien. Donc en attendant que le vrai slide arrive, alors qu'est-ce qui s'est passé?
ces derniers temps et j'ai l'impression que vous méconnaissez beaucoup. C'est que l'administration fiscale, ce n'est plus l'administration fiscale d'il y a 10 ans ou 15 ans ou 20 ans. Elle a changé de dimension. Et j'ai l'impression que vous n'êtes pas au courant de ce changement du travail et de l'activité de la DGI. La DGI, maintenant, son activité majeure, ce n'est plus l'assiette, c'est-à-dire chercher de nouveaux contribuables. C'est le contrôle. Ils sont 5000 personnes, il y a au moins 4500 qui font que ça. Ils ont bien sûr des services spécialisés pour le contrôle, mais tout le monde contrôle. Donc, ça veut dire que le risque d'être contrôlé a été multiplié par 20. Moi, je me rappelle au début de ma carrière, quand j'ai commencé à travailler, une entreprise avait une chance sur 20, tous les 20 ans pour être vérifiée. Maintenant, l'administration fiscale est très réactive, je dirais même agressive. C'est-à-dire que si vous faites une bêtise, il y a un système et vous apparaissez dans le radar de l'administration fiscale. Et donc, je vais essayer en toute modestie, vous donner un petit peu les clés pour essayer un petit peu d'éviter ou tout au moins atténuer le risque fiscal. Pourquoi? Tout d'abord, quand j'ai lu vos questions, une seule question pertinente. Une seule. Quels sont les signes annonciateurs d'un contrôle fiscal? Mais la question que j'ai souhaité que vous me posiez, Monsieur Fdel, comment on peut éviter un contrôle fiscal? On peut l'éviter. On peut l'éviter. C'est que c'est vous qui vous tirez une balle dans le pied. Pourquoi? Parce que l'administration fiscale va contrôler une déclaration. Une déclaration. Ou cette déclaration, qu'est-ce qu'il a fait? C'est vous. Donc ça veut dire que vous pouvez vous tirer une balle dans le pied. Et que cherche l'administration fiscale? Elle cherche les incohérences et les discordances. Là, il y a un client que vous ne déclarez pas, et il va vous déclarer. Pourquoi? Il va vous déclarer quand il va déclarer sa déduction fiscale. Donc, d'accord. Vous remplissez mal votre déclaration, vous reportez mal votre déclaration, vous allez apparaître sur le système. Donc il y a des choses à faire qui sont basiques. Ça veut dire avoir une bonne comptabilité bien tenue. Donc il faut l'éviter. Avoir un bon conseiller, bon, c'est vrai que vous êtes des pharmaciens, vous n'avez pas les moyens de vous payer des conseillers, mais tout au moins avoir un bon comptable ou de temps en temps consulter. Dans les cas précis, dans des cas un peu... Ça fait, madame? Alors, je fais la pharmacie. Contrôle fiscal. Pharmacie, oui. Parce que tu as la pharmacie. Voilà. Voilà le bon slide. Voilà. C'est pas celui-là. Il faut le mettre dans la clé. Ah ouais. D'accord. Alors, mesdames, messieurs, je vais vous faire savoir ce que vous... j'ai l'impression que vous ne savez pas. C'est pas celui-là, toujours pas celui-là. D'accord. Donc, je continue en attendant que le bon slide sera donc présenté. Donc, en tant que pharmacien, vous êtes donc sujet à être contrôlé à deux niveaux. Vous serez contrôlé au niveau de votre pharmacie, c'est-à-dire ça sera une vérification de comptabilité, et vous pouvez être contrôlé en tant que personne physique particulière. Et vous pouvez avoir les deux. Ils peuvent contrôler votre pharmacie et vous-même dans votre activité personnelle. Qu'est-ce que ça veut dire, votre activité personnelle? Lorsque vous allez vous constituer un patrimoine. Vous allez acheter une villa, vous allez acheter une maison, vous allez acheter une voiture, vous allez financer les études de vos enfants. L'administration fiscale a maintenant les moyens de faire un rapprochement entre votre patrimoine et vos revenus. C'est-à-dire, on va dire l'inverse.
Ils vont aller vers la dépense pour aller vers le revenu. Donc, il est très dangereux. Donc, si vous mettez de l'argent en espèces dans votre compte bancaire, c'est du suicide fiscal. C'est du suicide. Si vous achetez une maison ou un appartement ou un bien et que vous n'arrivez pas à justifier l'origine, qu'est-ce que ça veut dire l'origine? Ça veut dire, monsieur l'inspecteur, la villa que j'ai achetée, je l'ai payée avec des ressources qui sont passées par le filtre de l'impôt. Un exemple. Par exemple, vous avez acheté une maison, mais vous avez vendu l'ancienne. Vous avez fait un crédit bancaire. Donc il faut justifier toujours, être en permanence. Premier conseil, être en mesure de vous justifier. Et quand je dis justifier, ça veut dire pièce justificative à l'appui. Monsieur, j'ai acheté une voiture à 1 million de dirhams, mais j'ai des dividendes de 2 millions de dirhams. Là, c'est bon. Mais si vous achetez une villa à 5 millions de dirhams et qu'ils vont aller voir votre revenu global et vont voir 150 000 dirhams, vous avez un problème. Et par ailleurs, la différence, ce qui est dangereux, elle est considérée comme un revenu. Ça veut dire la différence, c'est 36%. Voilà, madame, j'ai déjà répondu à une première question, à savoir comment se prémunir d'un contrôle fiscal. On va justifier vos ressources. D'accord? Donc les histoires d'il y a 10 ou 15 ans, c'est terminé. Maintenant, l'administration fiscale, on va voir tout à l'heure ce qu'elle a fait au cours de ces 10 dernières années, mais c'est fabuleux. Vous allez voir, c'est extrêmement fabuleux. Et par ailleurs, comme j'ai dit tout à l'heure, elle a changé de sa façon de travailler. Maintenant, c'est le contrôle. D'accord? Et si elle voit une discordance, c'est comme un exemple. La TVA, alhamdoulilah, là vous êtes exonéré. Mais si vous avez eu la TVA non déclarée, c'est 100 dirhams. Rien, les majorations de pénalité, c'est 50%. Plus les majorations de retard. Les salaires, s'ils ne sont pas déclarés, si 100 dirhams de salaire n'est pas déclaré, c'est 100 dirhams plus 50 dirhams de majoration, plus les majorations de retard. C'est énorme. Et l'administration fiscale, ce n'est pas votre argent. Vous n'êtes que des rentiers. Donc si vous le gardez, vous passez à la caisse, mais avec des pénalités extrêmement importantes. Toujours pas de... D'accord? Donc je vais commencer un petit peu mon séminaire. Donc depuis, on va dire, 2016, l'administration fiscale a dépensé des sommes énormes. Elle a voyagé à travers le monde pour se constituer une data. Avec la data, qu'il va lui permettre d'avoir toutes les informations vous concernant. Donc elle a d'abord les moyens, actuellement, en temps réel, d'avoir votre situation. C'est-à-dire ils ont accès à votre compte bancaire, à la CNSS, à la douane, à l'office d'échange, etc. Les voitures aussi. Si vous achetez une voiture qui ne correspond pas à vos revenus, vous pouvez être contrôlé. Même une voiture de 500 000 dirhams. S'il voit 500 000 ou 700 000, 800 000 et vous déclarez 100 000 dirhams, il y a un problème. Donc la différence, c'est un revenu. Bien qu'elle soit en crédit. Là, toujours là, est-ce que tu là? Oui, la justification. Il faut toujours un revenu. C'est la situation d'Yalo. Il peut être exonéré, il peut être taxé. Un revenu à titre particulier qui est exonéré. Quand vous vendez votre habitation principale et que vous la gardez pendant 5 ans, c'est 0 dirham. Donc si vous vendez votre maison habitation principale et que vous avez la preuve que c'est une habitation principale, c'est 0 dirham. Les dividendes, quand vous touchez des dividendes, ils sont libératoires. C'est-à-dire quand il y aura la retenue à la source, ou quelqu'un qui a de banca, ce sont des dividendes et la retenue à la source a été faite par la personne qui est chargée de me payer. Monsieur Fdel, je pense que vous pouvez utiliser le clic. Voilà. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure,
depuis maintenant, on va dire 10-15 ans, l'administration fiscale a changé sa façon de travailler. D'accord? Donc, écoutez-moi, vous m'écoutez, c'est pas la peine. Donc, vous pouvez le. Parce que je ne veux pas que mon nom traîne dans les réseaux sociaux. D'accord? Alors, voilà. Première chose, l'administration fiscale, il a le contrôle. Et pour faire ça, et ensuite, on va voir la question qui ne m'a pas été posée, comment éviter un contrôle fiscal. Bien entendu, je vous donnerai des recommandations. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? C'est la première chose que fait l'administration fiscale. Un rapprochement et de la cohérence entre vos revenus et les informations liées. Donc, il faut qu'il y ait une cohérence entre vos revenus. Comme un exemple. Il faut que votre client ou votre fournisseur ait le même montant. Sinon, c'est une insuffisance de chiffre d'affaires. Donc, il faut toujours qu'il y ait la partie double, la cohérence entre vous et vos partenaires. Alors, le contrôle fiscal, de quoi s'agit-il? Depuis d'abord 40 ans, le système fiscal marocain est un système déclaratif. Donc, ça veut dire que c'est vous qui risquez de vous donner de vous tirer une balle dans le pied. En contrepartie, donc, déclarez ce que vous voulez. Et moi, j'ai le droit de venir vous contrôler quand je veux. D'accord? Donc, il est universellement admis que dans un système axé sur la déclaration et le paiement spontané, donc, le trésor. Donc, le contrôle fiscal est la contrepartie du système déclaratif. Je vais aller vite. Alors, le séminaire, je le fais en 4 jours. Je vais le faire en 10 minutes. Donc, je vais essayer d'être le plus concis. Alors, mesdames, messieurs, voilà l'administration fiscale en 2025. Des investissements colossaux pour développer son système d'information. Et là, la matière première de l'administration, c'est l'information. Donc, elle va aller la chercher. Et pour aller la chercher, elle va se doter de ça. Donc, l'amélioration et le renforcement de son système d'information et la data. La question, est-ce que le contrôle est automatisé? Il ne sait même pas que le contrôle est automatisé depuis 10 ans ou là 15 ans. Un de vos collègues m'a posé cette question, j'ai été d'accord. Une augmentation significative des effectifs. Il y a 4500 personnes qui vérifient chaque jour. Ensuite, c'est mécanique, là vous êtes des matheux, donc c'est mécanique. Donc, augmentation du risque fiscal et du risque d'être contrôlé. C'est mathématique. Au niveau législatif, les délais ont été raccourcis. Maintenant, on vérifie très rapidement et dans un temps très court. Ensuite, vous avez aidé l'administration à vous contrôler. Pourquoi? Avec la digitalisation. C'est vous qui déposez, c'est vous qui faites le travail. Le contrôle. D'accord? Merci. Ensuite, ils ont accès à toutes les institutions qui ont un lien avec vous. Les assurances, les CNSS, le banca, le client, le fournisseur. Ça veut dire qu'une information qui sort chez vous, en temps réel, عند الإدارة. D'accord? Ensuite, ils peuvent venir vous contrôler sur un point. Région l'IR, salaire, région TVA. Bon, vous êtes ma fille. Ils vont venir vers les provisions, moi, le stock. Je sais que le stock, c'est le stock. Le stock, c'est le stock. Il impacte le résultat par sa variation. Ou le stock, c'est très facile à contrôler. Stock initial plus achat, moins stock final, égale chiffre d'affaires reconstitué, plus ou moins les avoirs. Donc, le stock, c'est très facile à contrôler. Donc, vous n'avez même pas à poser la question le stock, investissez dessus. C'est là le point névralgique du contrôle de l'État, parce qu'il impacte le résultat. Et parce qu'il y a ce qu'on appelle le contrôle quantitatif. Donc, les manquants, les fameux manquants. Ensuite,
Le contrôle fiscal sur pièce plus le contrôle fiscal sur place, 60 000 plus 7 600, 60 000 contrôles في العام. 60 000 contrôles في العام. C'est énorme. Regardez, entre 2015 et 2024, c'est 350%. Entre 2015 et 2024, c'est pratiquement 600%. Donc le risque de se faire contrôler est très très important. Donc vigilance. Le dernier chiffre, d'abord ils sont à 5000 d'abord. J'ai l'impression qu'ils sont à 5000. Les différents contrôles, le contrôle fiscal sur place, donc vérification générale, tous les impôts, tous les exercices prescrits. La vérification ponctuelle, un point, pour le stock, un point. عندك le droit de constatation, ما تتعرفوش. هذا le droit de constatation, واحد الصباح تيجي عندك ما تيعلمكش. Il vient prendre de l'information et qu'il pourra utiliser contre vous. Le droit de constatation. L'examen de la situation fiscale d'ensemble. C'est le terrain fertile de l'examen de la situation d'ensemble. Comment vous avez financé votre patrimoine. C'est binaire, c'est oui, non. Ensuite, le contrôle sur pièce. Le contrôle de l'inspecteur du bureau d'IEL. Et là, il peut vous demander des explications, correction des erreurs, et là, ensuite, alors je réponds à vos questions que vous m'avez posées. Alors la DGI donc, a renforcé ses contrôles grâce à son système d'information, l'automatisation et l'analyse risque. Alors plus le score il est élevé, plus vous avez un risque de contrôle fiscal. Alors, moi, les partenaires de la DGI en matière de collecte d'informations. La matière première de l'administration fiscale, c'est l'information. Donc ils vont aller la chercher. Il a concrétisé en chiffre d'affaires peut-être non déclaré. En moitié, c'est mieux, le langage, le recoupement. J'ai un recoupement. Alors, regardez-les. Alors, ils peuvent aller même à l'étranger. D'accord? Donc, conclusion, l'éventualité d'un contrôle fiscal est à prendre avec sérieux par les gestionnaires d'entreprise. Ça veut dire quoi, mesdames et messieurs? Le paramètre fiscal, c'est terminé. Donc, chaque fois que vous allez avoir une action qui va impacter vos ressources, et là, les experts comptables, par exemple, ou les comptables. D'accord? Ou même des sociétés, même des sociétés cotées en bourse, n'est pas à l'abri d'un contrôle fiscal. Ou par ailleurs, l'expérience c'est que elles sont mal préparées. Et là, elles prennent des coups. D'accord? Première recommandation, allez-vous la noter. La culture et la gestion quotidienne de l'entreprise, parce que vous êtes une entreprise, personne physique ou la personne morale, doit intégrer le paramètre fiscal, notamment dans son aspect préventif vis-à-vis du contrôle. La question, évitez-le. Il est jaou. Mais votre approche, ou l'inverse. Mais il d'accord? Je réponds à les questions. Voilà comment ça se passe. La sélection des entreprises à contrôler repose sur une procédure automatisée. Donc ça veut dire que... Alors on va voir comment ça se passe. Donc vous voyez un petit peu que c'est automatisé. L'administration, ou ce qu'on appelle l'analyse risque. La procédure est indépendante de toute intervention humaine. C'est-à-dire les informations qu'ils ont sur vous. Ou lorsque la déclaration est déposée, l'algorithme il va réunir toutes les informations vous concernant entre les tiers. Et ils vont recouper avec vos déclarations. D'accord? Donc ça veut dire que vous devez avoir la main sur toute information que vous allez transmettre à vos tiers. Ensuite, l'administration, elle peut, par l'article HADA, demander des informations à n'importe qui sur vous. Ou là sur, sur toute entreprise. D'accord? Et depuis 2018, les entreprises doivent donner des informations sur leurs clients.
Donc les clients يطلعوا le fournisseur. Oui. Ah oui, oui. Voilà un petit peu. Je vais aller rapidement parce que c'est trop technique. Donc déjà, la comptabilité doit être bien tenue. Donc l'analyse arithmétique, c'est inadmissible qu'il y ait des discordances au niveau arithmétique. Donc ça doit être bien rempli, etc. La cohérence comptable et fiscale entre les différentes déclarations disponibles. Comme par exemple la déclaration de TVA, de l'IS, de salaire, des déclarations que vous, des honoraires. Tout ça, ce sont des informations qu'ils vont recouper pour voir s'il n'y a pas d'incohérence. Donc il faut qu'il y ait une cohérence. Alors vous êtes des mathématiciens et des scientifiques. La cohérence. D'accord? Alors il y a des analyses comparatives sectorielles. Tous les secteurs et tous les contribuables. Il faut exactement la marge dans chaque secteur. Si vous avez une marge faible par rapport au secteur, vous pouvez avoir un problème. D'accord? Sauf si on peut l'expliquer par des charges justifiées. Le secteur géographique, oui. Attendez. Alors, moi, je sais هذه المسائل. كوني هانية. Ne vous inquiétez pas. علاش؟ Grâce à la data. Alors, داك الشيء عندهم بوينتو. راه واحد المرة هذاك السيد اللي مكلف c'est un de mes collaborateurs. Ils sont à 200 ou à 300 ou à 400, d'abord 500 critères. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Étude du comportement de l'entreprise dans le temps. أشنو هي؟ كنتي تتخلصي لا TVA ولا كنتي تتخلصي د l'IS وما بقيتيش تتخلصي د l'IS. S'ils n'arrivent pas à expliquer avec le changement de comportement, ils viennent. غادي نعطيكم un exemple. بحال دابا في المثال كنتو تتخلصوا l'IS et puis ما تتخلصوش l'IS. Peut-être qu'il y a un investissement. غيشوفوا l'investissement غيوقفوا. يقول لك c'est l'investissement, les amortissements les هبطوا la marge. Mais si le comportement n'est pas expliqué, c'est un risque de contrôle fiscal. D'accord? Désolé, monsieur Fdel. Oui, j'arrive. Je vous presse un petit peu, comme ça on peut leur donner la possibilité de poser des questions. Hein? D'accord, très bien. Donc voilà un petit peu quelques faits déclencheurs de contrôle fiscaux. Regardez-les. Donc la conclusion, et je termine par là, il faut absolument que la société ou la personne physique ait le contrôle et la maîtrise des informations la concernant. Les informations détenues par les tiers doivent être sous contrôle pour pouvoir répondre à toute explication demandée par l'administration fiscale. Donc la cohérence entre vos déclarations et la cohérence entre vos déclarations et vos partenaires. J'arrête. Merci beaucoup pour votre intervention. Alors, si on se met dans la... S'il vous plaît, applaudissez M. Fdel et M. Kazman pour leur présentation respective. Oui, juste une petite question et puis je vous donne la parole. Si on se met dans la peau d'un pharmacien, vraiment pratico-pratique, il y a un contrôleur fiscal qui passe par la porte de la pharmacie. Quelles sont les 3 actions prioritaires que le pharmacien doit avoir en tête? Très bien. Eh bien, je vais répondre tout de suite. Gestion du contrôle fiscal et conduite à tenir. Excellent. Première chose, faire un accueil courtois aux inspecteurs. Il ne fait que son travail. D'accord? Avoir des relations correctes, voire cordiales, ça ne veut pas dire que vous en faites votre ami, mais ne lui racontez pas votre vie. Parce que donc, mais, alhamdoulilah, vous êtes tous des gens bien élevés, donc soyez courtois. Avoir des relations correctes, voire avec les inspecteurs, la vérification se passe dans de bonnes conditions. Déjà, on y lui il est pesant. En plus, zider le conflit, c'est un problème. Donc, essayez de rester calme. Il est aussi dans le dialogue. Donc, dialoguez avec lui. Quand vous dialoguez avec lui, vous lui expliquez, vous évitez les malentendus et les erreurs. Par écrit. Et là, vous avez 30 jours pour répondre. Bonjour la galère. Donc, oralement et lors du débat oral contradictoire,
insister pour qu'il vous présente tous les redressements susceptibles d'être notifiés, pour que vous puissiez y répondre. وواحد القضية أخرى, faites-vous accompagner, parce que c'est très technique et vous pouvez dire des bêtises. D'accord? Ensuite, أعطوه les pièces qu'il vous a demandées. أعطوه les pièces qu'il vous a demandées. Et si vous هذا شكيتوا في شي واحد في شي بياس واش نعطيه ما نعطيش, demandez aux experts. يقول لك أعطيه هذه تقدر تعطيها ليه ما تقدرش تعطيها ليه. علاش؟ Pourquoi? Parce que si vous lui donnez pas donc les documents qu'il a demandés, vous ne pouvez plus les faire valoir. واخا يكونوا صالحكم. حيت هنا تتسمى la mauvaise foi. D'accord? واحد القضية أخرى, منين يجي حطوا له لي دوكيمون اون طون اي اون اور باش ما يدير لكمش اون ميزون دومور بان ما حطيتيهاش. Ça veut dire la comptabilité elle est maintenue, هاد l'entreprise راه غنشكوا فيها. Donc جا يعطيكم 15 jours, le 16e régie, حطوا ليه les documents. D'accord? Et faites-vous accompagner. ها هما les documents qu'il faut poser, les grands livres, les journaux, les factures, les relevés bancaires et les autres pièces. Facture de vente, facture d'achat إلى آخره. وعطيوه un bureau فين يخدم ويكون كوريكت. ما تعطيوش في لاكاف ولا شي حاجه. مع الكونطابل C'est parfait. ولا الكونطابل لي ستوك راه هضر لكم بروبابلمون نوتر امي. الوغ لي ستوك غيمشيو ليهم ديريكت. الوغ لي ستوك et leurs mouvements doivent être détaillés et leur estimation et leur méthode de calcul bien précisée. C'est-à-dire les stocks راه غيمشي ليهم sûr. Les manquants, la casse, les écarts et les pertes et les chutes, il faut les expliquer. هذه راه périmé, هذه كذا إلى آخره. هذه السرقات دعي. La preuve. Évitez la comptabilisation de charges ne concernant pas l'exercice. داكشي ديال لي فواياج وتحطهم تمايا وداكشي مشيتي تشوف البنيه في فرنسا داكشي سي تيرميني. الله يجزيكم بخير. Même s'il y a des invitations. Oui, madame. Oui. Même avec une documentation. واحد القضيه راه تنهضروا مع دي جون انتيليجون. راه فهموني. انت مدام براده. Non, mais c'est-à-dire que il y a des voyages dans des congrès, par exemple, pour venir ici. Il y a des gens qui viennent de... On va en parler. Est-ce que c'est compté ou pas? Il y a le 11. Gardez les mails et le courrier administratif ou commercial, il peut expliquer un point de litige. Le fournisseur, donc gardez donc les mails. Exactement. Il faut des invitations. Donc, bien sûr. Je réponds à Mme Barrada tout de suite. Les frais de déplacement ou autres indemnités doivent être justifiés. Quoi? Comment on dit? Le lien avec l'exploitation. مشيت un fournisseur, مشيت un client, مشيت un congrès إلى آخره. عرضت على السيد الريستوران إلى آخره. Donc voilà. هادو c'est les spécialistes. ما تجاوبوش نتوما. Faites-vous conseiller. Lors des réponses aux lettres de notification, donnez des explications claires, précises et preuves à l'appui. Parce que quand vous ne répondez pas, c'est une acceptation tacite du redressement. Ensuite, c'est le BABA. Présenter une comptabilité bien tenue. La loi comptable. La loi comptable. C'est-à-dire la facture en bonne et due forme. Les opérations au jour le jour. Non, c'est au jour le jour. La loi comptable, les pièces justificatives, l'article 145, 146, l'article 145, 146, les factures doivent être tenues conformément à les deux articles. D'accord? Et là, chez fournisseur, c'est comme chez facture, il faut que... Ah? Pareil, c'est dans ce cas, l'administration va vous reprocher souvent les articles 145 et 146. Comptabilité mal tenue. Les provisions, les recours judiciaires. Pour un client, les de la provision, c'est un recours judiciaire dans les 12 mois. D'accord? Les dépréciations de stock, ils doivent être justifiées, périmées et la akhéré. En cas de contrôle, ça vous intéresse. En cas de contrôle quantitatif, il faut présenter un contrôle contradictoire.
contrôle contre contrôle. Pour علاش حيت نتوما vous êtes العلم, c'est vous qui avez l'information. Prouvez que la méthode ou l'approche du حيت بعض المرات تيزقلوا le contrôle. Ils peuvent rater. N'est pas correct faire des constats de perte justifiés par les autorités compétentes. واحد القضية أخرى. Les fonds avancés chez واحد ils sont producteurs d'intérêt. S'ils sont comptabilisés. إلا سلفتي شي واحد شي فلوس وكانت في la comptabilité, ils doivent générer des intérêts. Je pense qu'on peut. Ça fait, on il y a beaucoup de générosité. On a les 3 actions prioritaires, mais là, il y en a beaucoup. Donc, merci beaucoup pour dans tous les cas, partagés. vous aurez ce document. Voilà. Très bien. Alors, est-ce que vous avez des questions pour Monsieur Fdel? On va en prendre une. Ensuite, on va donner la parole à Monsieur Belkher. Donc, une question, Monsieur Fdel. Oui. Une petite question pour les clients. Une petite question avec pour les clients اللي خداو ان كريدي من لا فارماسي واللي ما خلصوش واش خص التدخل ديال ان ويسيي ولا شنو بوغ جوستيفي انه ما خلصش. Alors, la question des clients. En comptabilité, les clients douteux. Les clients douteux, ils تعطلوا وsurtout نشرح لك إلا فاتوا العام وما دعيتيش, c'est considéré que toi comme si tu lui as avancé des fonds. كيفاش mais dans tous les cas واحد القضيه اللي خصك دير bien sûr غدير لازم tu vas le relancer بان هذيك لا créance ما سمحتش فيها وبانه راه j'ai fait la relance الى اخره. الا كان le montant important دعيه pour avoir la paix. On n'a plus beaucoup de temps malheureusement. Non, 2 minutes. Moi je vais lui dire 2 questions. Enfin une petite question. On a des clients Tencel Home, allez, au 31 décembre, 4 000 balles, 5 000 balles. 10 000 balles. D'accord? 10 000 balles. Ils vont venir payer l'année prochaine. Ils vont payer 2 000 par-ci, 3 000 par-là, etc. Peut-être qu'ils vont mourir ou ils vont habiter autre part. On ne sera pas payé. Comment voulez-vous que moi, j'appelle un huissier, j'appelle qui pour lui dire que j'ai un papier. Moi, c'est simple. Ce que je fais, je mets perte. أنا غنجاوبك. Si le compte client il est mouvementé, ما غيهضروش معاك. عطاك 2000 dirhams par là, 500 dirhams par là, le compte il est mouvementé. هما علاش تيقلبوا على les comptes qui sont figés depuis plusieurs années. S'ils ont figé, c'est que tu as indirectement مسلفوا الفلوس. Bien entendu, l'inspecteur, le مدير ديال الضرائب راه تا هو راه ولد الميدان. Bien sûr, واش غتقول واش انا غادي نمشي ندعي السيد pour 2000 dirhams. ما غيمكنليش ندعيه. D'accord. Alors, Monsieur Belkher, je vous propose de prendre la parole. كتبقى عندك انت مثلا 2000 درهم 3000 درهم راه عندك في الاورديناتور وما خلصهاش تحول مشى. واش غنحيدوها واش خصنا نحيدهاش حيت الا حيدتيها ما يمكنلكش تحيدها. علاش؟ حيت لو تكست il est pas en harmonie مع la situation. باش تحيد اون كريونس خصك تدعيه و بيغ كو سا خصك تدعيه ويكون عندك ان بي في دو كارونس باش دوزها اون بيرت ايريكوفرابل. الا دوزتيها غير هكاك يبو تو لا ريدريسي يقول لك ما عندكش الحق ما درتيش لا procédure. Alors, tout à l'heure, notre ami Qazman, vous faites du lobbying. Parce qu'un l'ordre des... نقول لك نشرح لك. دابا عندكم l'industrie pharmaceutique. عافاك مدام دوزي ديك واحد. C'est vous qui avez le clicker. لا دوزي لي واحد
واحد لا نوت سيركولير عندنا. Ah non, non, c'est la clé USB qui est là-bas. Ils n'ont pas c'est pas disponible. Il y a 25 ans, l'industrie pharmaceutique, donc vos fournisseurs, عندهم une note circulaire. عندهم une note de service, ils مشاو داروا دي lobbying والإدارة خرجت واحد لا نوت. Malheureusement راه عندي mais malheureusement on peut pas la montrer. Non, c'est compliqué. C'est compliqué. La note circulaire, elle explique un petit peu les problématiques اللي عندكم نتوما. Ce que je vous demande, c'est que votre ordre va faire du lobbying pour montrer la problématique et pour éventuellement vous permettre de les passer en créances irrecouvrable. Ne m'a pas donné l'occasion de m'exprimer. Alors, parce que je vous l'ai donné tout à l'heure et qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent prendre la parole. Mais allez-y. Ça intéresse toute la profession. Alors, concernant j'ai quand même 36 ans d'exercice et le big problème qu'on a au niveau des créances irrécouvrables et des créances douteuses, c'est que le problème, c'est qu'on n'a pas de reconnaissance de dette. On sait un contrat moral entre mon client et moi. Admettez que j'ai 200 dirhams de crédit. J'ai une fois 200, 100 ou 200. Une reconnaissance de dette, impossible. Donc, du coup, je vais faire en amont, c'est ce que l'exposé que j'ai fait ce matin, c'est que tamiser les clients au lieu de tomber dans les dettes irrécouvrables pour ne pas justifier au niveau de l'administration fiscale. Là, je profite du micro pour dire que le résultat après impôt en tant que personne physique, est-ce que quand je le passe du compte professionnel au compte personnel, est-ce que c'est opposable ou pas opposable? Le résultat après impôt, et admettons que le résultat après impôt, je l'ai prélevé éventuellement le mois 9 ou le mois 10. Et merci. Peut-être, M. Belkher, vous pouvez répondre et puis continuer par oui, bonjour. Franchement, avec les montants de 200 dirhams ou 200 dirhams ou 300 dirhams ou même 2000 dirhams, ce ne sont pas des montants très très importants. Parce que si jamais vous avez un petit pépin, par exemple, de 1000 dirhams, si vous allez concourir pour avoir un huissier de justice, vous allez lui payer 300, 400 dirhams. Il vaut mieux trouver des solutions à l'amiable pour éviter tous ces problèmes. On dit la remarque comme ça c'est que la fiscalité, elle est très compliquée. Non pas uniquement au Maroc, mais dans tous les pays. Et pour certains points que je voulais donner beaucoup plus de précision, c'est qu'il faut être en matière fiscale et comptable et juridique. C'est quoi la conformité? La conformité particulièrement, c'est le respect de la législation et de la réglementation en vigueur. Généralement, ce que nous avons déjà constaté par les expériences et les expertises que nous avons vécues au sein de l'administration, d'accord, au sein de l'administration, c'est que nous avons constaté que les docteurs, les pharmaciens, les labos, etc., ils n'ont pas tellement de temps et ils n'accordent aucune importance à la fiscalité et aux impôts. Et généralement, dans un labo, dans une pharmacie, etc., il n'y a pas un département comptable qui s'occupe de la comptabilité, par exemple, ou bien un cabinet d'expertise, par exemple, qui essaie d'accompagner l'entreprise en question. C'est pour cela, ce que je disais, c'est qu'il faut être conforme, respecter la législation et la réglementation en vigueur, et il ne faut surtout pas avoir peur de fisc. Même si nous avons toute cette liste-là, beaucoup de recommandations, il ne faut surtout pas avoir du fisc, mais il faut être bien entouré. Il faut être bien entouré par des gens qui sont qualifiés pour être assistés auprès de l'administration. Et lorsque vous avez un litige ou un conflit fiscal de n'importe quelle taille, vous pouvez toujours y aller à l'administration pour trouver une solution, et particulièrement à l'amiable. Il y a maintenant la médiation fiscale, il y a des gens qualifiés, il faut juste les chercher, et croyez-moi que vous n'allez nullement de problème. Et nous avons solutionné autant de problèmes, aussi bien au Maroc qu'en France ou dans d'autres pays, dans le cadre de la fiscalité internationale. Nous avons trouvé les mêmes problèmes qui se posent ici, ça se pose ailleurs. Il faut surtout être qualifié, avoir des gens compétents
et il n'y aura aucun de problème avec le fisc. Merci beaucoup pour ce message d'espoir, parce que généralement, Oui, il y a cette peur du fisc, que ce soit les pharmaciens ou n'importe quel secteur d'activité, alors qu'au contraire, il faut vraiment voir la Direction générale des impôts comme un levier de développement économique pour notre pays. Et ils ne sont pas là pour faire en sorte que la pharmacie ne vive plus. Au contraire, ils sont là pour que le secteur économique soit plus viable. Donc, merci pour ce message de confiance qui invite à la confiance. Et je vous ai parlé, disons, de cet accompagnement, c'est en reconnaissance de cause, parce que j'étais responsable du contrôle fiscal au sein de l'administration. Excusez-moi pour une petite présentation par respect, c'est que je suis professeur universitaire. Je suis un docteur d'État en fiscalité internationale. J'ai publié autant d'ouvrages. Je suis séminariste aussi bien au niveau national qu'international. Et en même temps, je suis médiateur fiscal. Et bien sûr, je travaille toujours avec mon ami Selfdel. Toujours. Merci beaucoup. Si vous cherchez M. Selfdel, c'est que vous allez chercher M. Belkhiri, réciproquement. Merci beaucoup. Alors, et c'est pour ça qu'il y a une relation tripartite entre le pharmacien, son expert comptable et les conseillers qui peuvent amener à faire cette médiation fiscale. Donc, la culture du service est très importante. N'hésitez pas à aller vers les personnes qualifiées pour comprendre. Je voudrais vous donner une recommandation. Si vous pouvez revenir juste la page. Je peux poser une question, s'il vous plaît? Oui, voilà. Alors on prend une dernière question et ensuite on finalise parce que j'ai l'organisation derrière qui me dit qu'il doit vraiment faire intervenir une autre présentation. Alors, une dernière question à la dame bleue et ensuite... d'accord, je voudrais... Ok, allez. La dame bleue. Répondre. On va garder la diapo. Que je voudrais attirer votre attention, c'est que vous êtes quand même un ordre très, très important au Maghreb. Et vous avez peur du fisc. Non. Pourquoi? L'ordre ديالكم عنده deux missions. Juge. C'est une force de proposition. Et les autorités marocaines attendent de vous que vous soyez des forces de proposition. La discussion qu'on a eue tout à l'heure, elle doit être une force de proposition. La loi de finances de 2026, votre ordre doit bouger pour remonter aux autorités compétentes votre problématique. باش يمكن لكم تدوزوا هذاك en charge irrécouvrable. يقول لك par exemple, il y a ما خلصكمش dans un an. Ah, vous n'avez pas d'ordre. Oh là là. Je ne suis même pas au courant. Alors, s'il vous plaît, allez-y, dernière question, madame. Et alors, moi, je voudrais juste dire une chose. Je voudrais terminer une autre chose. Alors, vous êtes des entrepreneurs. C'est vrai que vous êtes le monde médical, mais en fin de compte, c'est une entreprise. Donc, formez-vous. Alors, moi, ce que je voulais vous dire, c'est que ces histoires qui ont été posées, les vols, les périmés, etc., nous nous étions très bien défendus autrefois, puisque ça avait été expliqué à la DGI, et il y avait un abattement fiscal à l'époque qui prenait en compte le fait justement que pour 200 ou même 1000 dirhams, on ne va pas prendre un marteau pour assommer une mouche et que c'est une perte réelle, que les périmés ne sont pas repris, etc. Donc il y avait un abattement forfaitaire fiscal qui était consenti. Malheureusement, après on nous a dit on ne peut pas faire pour vous ce qu'on peut une exonération. Maintenant il faut faire peut-être un lobbying dans ce sens pour expliquer justement. Absolument. Et je vous rejoins 100%. C'est ce que M. Fdel a préconisé. Voilà, deuxième chose, vous avez bien présenté tous les trois et je vous en remercie. Mais la partie d'arbitrage, ce qui se passe après, si vous n'étiez pas tombé d'accord avec l'administration fiscale et vous allez après au tribunal, elle n'a pas été développée, on reste sur notre fin. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Malheureusement, on a normalement que 45 minutes. Parler, mais... Et moi, j'ai une question précise. Là. Dans les informations qui remontent à la DGI, vous avez dit tout ce qui passe par l'administration, le foncière. Là. Conservation foncière. Conservation foncière. Est-ce que ça concerne une acquisition ou que quelqu'un a un bien qu'il a acquis il y a longtemps, ou il le régularise parce que par la main levée ou l'a dit? Est-ce que ça va être une information qui va remonter au niveau du fisc? Parce que si vous aviez un appartement vous avez tardé vous avez eu la main levée, même si le titre foncier, et que vous voulez reprendre le titre foncier, ou que si vous étiez en partage et vous avez le titre foncier, mais que c'est acquis depuis longtemps.
rapidement les réponses parce que nous devons Oui, libérer le absolument. plateau. C'est une session, mais disons, l'information ne va pas remonter nécessairement à l'administration pour déclencher un contrôle. Pas toujours le cas, hein, pas toujours le cas. Maintenant, c'est vrai, il y a autant d'informations au sein de l'administration. Il a des banques de données, il a des relations avec les banques, avec la CNSC, avec tout le monde, mais il y a des fois où, disons, on ne demande aucune information, par exemple, en cas de cession, par exemple, aucun contrôle fiscal. Il y a pas de souci. Il ne faut surtout pas avoir surtout des fiscs, s'il vous plaît. Il faut être accompagné par des gens qui sont qualifiés, s'il vous plaît. Mais s'il vous ça, plaît, c'est très, très important pour je vais vous laisser finir minimiser le risque. Est-ce que vous pouvez, en tant que commission, justement, au niveau national, appuyer sur le fait qu'il y a des chiffres? C'est que les pharmaciens, ce n'est pas les grosses entreprises, c'est même des petites et très petites entreprises. Nous sommes des TPME et même des... Donc, justement, notre contribution, quand vous voyez les chiffres de la DGI, elle est énorme parce que c'est un secteur qu'on peut contrôler rapidement, très rapidement avec les fournisseurs. Il est limité au niveau fournisseur. À ce niveau, nous sommes parmi les plus grands contributeurs et nous sommes aussi ceux qui sont ciblés quand on a besoin d'argent parce qu'on va aller très vite et ça va aller très vite. Merci, merci beaucoup. Alors nous allons conclure. Je vous invite à discuter avec nos experts à côté du plateau TV car je dois le libérer pour la prochaine session. Merci beaucoup pour votre présence. Merci Si Mohamed Fdel, merci Si Belkher, merci Si Kazman. À bientôt.